Bonjour à tous. Vous pouvez regagner vos places, la matinée va continuer. Cette année, nous allons beaucoup parler d'Europe, parce que l'Europe, c'est notre héritage et c'est notre horizon, parce que la construction européenne est au cœur du projet démocrate, et parce qu'en 2022, nous avons un rendez-vous majeur, qui est la présidence française de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, au printemps dernier, nous avons constitué un groupe de travail rassemblant le MoDem et le Parti démocrate européen, rassemblant des parlementaires européens, des parlementaires, des élus locaux, des adhérents du MoDem. Et nous dévoilons aujourd'hui le fruit de leur travail et je veux les remercier beaucoup d'y avoir contribué. Vous allez entendre un certain nombre d'entre eux dans quelques minutes. Le fruit de ce travail, ce sont 12 propositions pour la présidence française de l'Union européenne que nous avons rassemblées dans un livre blanc que nous publions aujourd'hui. Et le fruit de ce travail, ce sont aussi des témoignages de nos ministres, de nos parlementaires, de nos élus, sur leur sentiment d'appartenance à l'Union européenne et sur leur histoire personnelle avec l'Europe. Je vous laisse les découvrir en images. Je suis européen, je suis français. Et je pense que je suis l'un et l'autre depuis toujours. Je me suis sentie européenne pour la première fois à l'âge de 10 ans, quand j'ai vu le mur de Berlin s'écrouler, s'effondrer. Avec beaucoup d'émotion, je voyais des gens se retrouver et je me suis dit que finalement, l'Union européenne, c'était ça, c'était rassembler les peuples. La première fois que je me suis senti européen, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la France dans le monde. Le jour où je me suis sentie européenne pour la première fois, j'étais très jeune. Sur la grande place de Béthune, au pied du Beffroi. Il y avait un festival folklorique européen. Je me suis dit, l'Europe, c'est magnifique, c'est de la couleur, c'est de la diversité, c'est des chants, des danses. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai eu la chance d'habiter en région frontalière. Je suis à 15 km de la Suisse, à 40 km de l'Allemagne. Et là, je me suis dit, tiens, à 2 pas de chez moi, il y a des gens qui ne sont pas exactement pareils que moi. J'habite à Cracovie, donc pour moi l'Europe c'est tous les jours, c'est les conflits européens, c'est dans la famille. Finalement, ce serait peut-être pas si bête que ça de pouvoir s'entendre. Les moments qui a frappé ma vie, a frappé toute une génération, c'était le 9 novembre 1989. La télévision italienne nous annonce que les murs de Berlin avaient chuté. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer pour les Européens et pour le monde entier. Donc j'ai commencé à appeler au téléphone mes amis. On a pris une voiture et on est allé à Berlin tout juste après la chute du mur. Et je crois que ça, c'était un moment que je n'oublierai jamais, qui fait partie de mon engagement en tant que citoyen et aujourd'hui en tant que personne engagée en politique. Le sentiment d'être européenne, je l'ai eu extrêmement fortement puisque ça a été mon premier vote. La première fois qu'on a voté en 1979 pour le Parlement européen. Donc je ne pouvais pas imaginer plus beau projet pour me sentir européenne. Pour moi, le sentiment européen, il est né relativement tôt et il est assez naturel puisque je suis vraiment née en Allemagne de parents allemands avec une éducation allemande, une formation allemande et aujourd'hui je suis députée française à l'Assemblée nationale. Quand je suis arrivée en France il y a 38 ans, ça n'aurait pas pu être possible. Dans ma tendre enfance, il y avait une cérémonie qui comptait énormément, c'est d'aller au monument aux morts le 11 novembre. Mon grand-père est mort à la guerre 14. Et mon père m'a dit plus jamais ça. Alors à ce moment-là, vous comprenez pourquoi? Parce que ça touche votre famille. Et quand vous voyez sur la colonne de votre village tous les membres des familles, des voisins que vous connaissez qui sont morts, vous dites plus jamais ça. Nous avons beaucoup de lieux de mémoire aussi dans l'Union européenne. Et de temps en temps, il faudrait qu'on se rappelle d'où on vient, quel chemin, en fait, on a parcouru. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne qu'est-ce que c'est l'Europe. Ce n'est pas un traité international. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment des ennemis héréditaires qui ont décidé de vivre ensemble. Quand l'histoire avec un grand H rencontre l'histoire de votre famille, eh bien c'est là que naissent les convictions et l'attachement au projet européen tel qu'il existe aujourd'hui. J'ai 2 petits-enfants franco-espagnols, alors je le vis vraiment dans mes tripes, cette Europe.
Moi, je suis allé demander la main de ma femme en septembre 89, en vélo, de Metz à Cracovie. Je ne pensais pas que je raconterais ça aujourd'hui. Il y avait encore le rideau de fer. Et comme je dis souvent, je suis passé tellement vite que le mur est tombé, puisque le mur est tombé dans les 3 mois après. J'aime bien cette notion de gradient de frontières, quoi, de considérer que les frontières seront des espaces et plus des murs. On se sent vraiment européen, parce qu'on va passer des frontières facilement, parce qu'on n'a besoin de sa carte d'identité pour aller dans un autre État membre, parce qu'on travaille en ce moment sur un numéro de sécurité sociale européen. Mais l'appartenance à l'Europe, je l'ai toujours ressentie. Quand j'étais au lycée, on étudiait Shakespeare. J'ai lu Don Quichotte quand j'étais aussi enfant. Pour moi, la culture européenne, c'était le liquide amniotique dans lequel je me suis formé, si je puis dire. Mon premier souvenir d'Europe, il remonte à 1992. J'avais 9 ans et se tenait le référendum de Maastricht. J'ai pris conscience vaguement que quelque chose de très important se jouait à l'échelle du continent, mais l'enfant que j'étais a aussi pris conscience que l'Europe pouvait avoir un effet très important dans mon quotidien, puisqu'on avait décidé, ou on allait décider, de se doter d'une monnaie commune. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai rédigé à la main un petit tract pour inciter mes voisins à aller voter. J'ai donc fait quelques photocopies que j'ai été boité, j'ai été distribué moi-même dans notre quartier. C'est donc été mon premier acte politique, un acte européen. L'Europe, c'est une idée formidable. C'est très simple. S'il n'y a pas d'Europe organisée, nous disparaissons dans les 20 ans qui viennent. Si on aime sa ville, sa région, son pays, si on veut plus de France, il faut plus d'Europe. Si on aime nos nations, si on ne veut pas qu'elles soient détruites, dans une grande compétition mondiale qui n'est pas un choix, il faut une mondialisation responsable, humaine, et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une Europe aussi forte. L'espace européen nous a conduit à aller plus loin et plus fort. On le voit bien d'ailleurs sur les questions de transition écologique, on le voit bien sur la question de l'égalité des chances. Aujourd'hui, lorsque je parle avec mes homologues de différents pays, on s'aperçoit que les problèmes qui nous concernent se posent de la même manière à Manchester, à Berlin, à Paris et à Reims, voyez-vous. Et donc là, ce sentiment européen, c'est de se dire, nous avons les mêmes problèmes, nous pouvons avoir les mêmes solutions, retroussons-nous les manches ensemble et nous allons pouvoir progresser. Les gouvernements ont tendance à mettre leurs propres échecs sur le compte de l'Europe. Moi, je me réjouis que nous voyions l'Europe comme une chance, comme une opportunité, comme un débouché, comme un objectif, et pas comme un bouc émissaire. Si l'éducation périclite en Roumanie, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des Roumains. Si la Bulgarie n'arrive pas à absorber les crédits européens, ce n'est pas le problème des Bulgares. On prépare l'avenir de nos enfants. Si on a une Europe dans 10 ans qui est extrêmement dynamique, mais qui se concentre entre Bordeaux et Berlin, on aura raté, on aura failli. Je place en premier plan de toutes nos relations, avant les relations économiques et autres, la relation humaine, la relation sociale, pour maintenir et développer des relations avec les autres pays si nous voulons vivre en paix. Agir ensemble vis-à-vis des exigences sociales, éthiques. Ne se construisent pas à l'intérieur de l'Europe des concurrences économiques, des concurrences sociales. C'est un projet humaniste, le projet européen, qui est un projet qui combine la prospérité, le respect des droits humains, la volonté de rayonnement des grands principes qui doivent fonder pour nous une démocratie. L'Europe, c'est un projet permanent. Et ce qui unifie l'histoire de ce projet permanent, c'est cet attachement à la liberté, cet attachement à l'égalité, à la solidarité, désormais à la transition écologique, pour faire de l'Union européenne un continent qui est à l'avant-garde sur tous ces sujets. L'Union européenne, justement, avec ce projet de paix, avec ce projet de liberté, avec ce projet basé sur des valeurs, elle a un rôle capital à jouer sur la scène internationale pour faire en sorte aussi que, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, qui est de plus en plus difficile, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la défense, elle arrive à créer les conditions sur la scène internationale du vivre ensemble. C'est pas pour rien que autant de gens veulent nous rejoindre, parce qu'on a une richesse énorme ici. Simplement, aujourd'hui, il faut aussi savoir défendre cette richesse, nous positionner. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le sens de l'engagement politique. Pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et quand on ne perd pas de vue cette ambition-là, je crois qu'on y arrive. Si nous voulons vivre avec nos valeurs, avec nos intérêts, avec notre influence,
avec ce que nous sommes, ce que nous apportons au monde, il faut absolument s'unir. C'est presque déjà une conclusion de Jean-Louis Bourlanges. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, chers amis participants de Guidel. Bienvenue à nos participants de cette première table ronde que nous avons voulu consacrer à l'Europe. Vous savez que l'Europe et le MoDem, c'est quand même une histoire assez ancienne, c'est quand même un marqueur extrêmement important. Et le fait que nous ayons cette première table ronde, ça veut aussi dire quelque chose au niveau de nos valeurs. Alors, on va essayer, pour ne pas faire un entre-nous, mais de faire un avec vous. On va essayer d'être extrêmement synthétique. On a une demi-heure de retard sur le timing, donc on va essayer d'être, je ne vais pas dire dans la synthèse, que ça nous renvoie à un autre parti politique, mais on va être dans la concision. Je crois que Paul Éluard nous disait il faut parfois peu de mots pour exprimer l'essentiel. Donc on va essayer de faire ça, tant nous que vous d'ailleurs pour les questions. Et donc sans plus tarder, entrons dans ces questions sur les objectifs pour la présidence française de l'Union européenne que l'on appelle la PFUE. C'est un grand mot, c'est horrible, mais ça veut dire ça, présidence française de l'Union européenne. Vous savez que, de par les statuts, tous les 6 mois, un pays prend, on va dire, la présidence de l'Union européenne, c'est le raccourci consacré, et donc c'est au tour de la France, à partir du 1er janvier 2022, ça fait plus de 20 ans que nous n'avions pas été à la présidence de l'Union européenne, et donc c'est un moment important, parce que ces présidences, on peut en faire ce qu'on veut, être actif ou pas actif, et puis à partir du 1er juillet, ce seront nos amis tchèques qui prendront la succession de la France. Donc pour parler avec nous de cette thématique, de cette présidence française de l'Union européenne, eh bien, tout d'abord notre ami Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, ancien député européen. Alors, mon cher Jean-Louis, est-ce qu'il faut en fait attendre beaucoup ou pas grand-chose de cette présidence française de l'Union européenne et face aux grands enjeux de monde qu'on voit actuellement, est-ce que l'idée c'est d'être dans le pessimisme ou au contraire dans le positif? Puis est-ce que finalement ces épreuves qu'on traverse, le Covid, la crise des sous-marins, est-ce que finalement dans ces terribles moments, c'est pas aussi une opportunité, un électrochoc salutaire qui peut nous permettre de repartir vite et mieux? Oui, d'abord un mot. Tu as dit que j'étais là, que je m'exprimais en qualité de président de la Commission des Affaires étrangères. On sait très bien qui aurait dû parler ici, aujourd'hui, en qualité de présidente de la Commission des Affaires étrangères. Nous avons une immense émotion. C'est-à-dire qu'au sein de la Commission, elle est générale, transcourant. Tous les partis politiques ont une immense émotion en découvrant la disparition de Marielle. Et c'est un regret, c'est une souffrance même qui anime, je crois, l'ensemble des membres de notre Commission. Alors, comme le dit François, la vie politique, l'histoire continue. Le legs que nous devons assumer, c'est pour être fidèle à sa mémoire, c'est de réussir ce qu'elle avait l'ambition de faire, ce à quoi elle a contribué par des rapports éclatants et par une présidence extraordinaire au sein de cette commission. Je vous assure que nous avons, en tant que MoDem, à travers elle, nous avons vraiment honoré le mandat qui nous a été donné par la majorité, par l'ensemble des membres de l'Assemblée, et elle a assumé cette présidence de la Commission des Affaires étrangères avec le respect profond des valeurs qui sont les nôtres, qui sont des valeurs de rassemblement, de dynamisme, de dépassement des conflits, d'affirmation d'une volonté commune. Nous opposons la volonté commune à l'hystérie de l'identité. C'est ça qu'elle portait en elle, et c'est ça dont, au sein de la Commission, mais je sais bien que c'est le cas aussi des membres du Parlement européen. Marielle a été très présente, très active au Parlement européen. C'est ça que nous avons en commun. Excuse-moi, tu nous as demandé d'être bref, mais je voulais dire cela. Alors,
sur la... Combien de temps je vais me tenir à ce que tu me dis? Bon, 3-4 minutes. Alors, je crois que je vais simplement... je laisserai Stéphane qui va parler de la présidence dont il fait sa vie quotidienne, si je puis dire. Mais je voudrais simplement souligner un paradoxe. C'est le paradoxe, et il faut bien voir ça, c'est que la présidence d'un État, la présidence de l'Union européenne par un État, c'est une mission impossible. Parce que le président, l'État-président, est, comme aurait dit en d'autres temps André Tardieu, il a les bras chargés des enfants des autres. Il arrive dans un monde déjà fait, avec des bébés qui ont été conçus avant qu'il accède à lui-même à la chambre conjugale, et qui sont à moitié formés, quelques-uns sont à moitié nés, sont encore à développer, et les idées qui peuvent être les siennes, les enfants qui seraient les siens, il n'aura pas le temps de les voir grandir. 6 mois, c'était ce qu'avait dit de façon... Dans un numéro absolument dérisoire, Berlusconi, un jour, il avait dit, parce que tout le monde hurlait après un discours qui est resté homérique, comme un discours de provocation générale à l'égard des partis pro-européens, et Berlusconi avait dit, je vois que vous n'êtes pas content, mais ne vous inquiétez pas, 6 mois, c'est vite passé. Il parlait de sa propre présidence. C'était une dérision. Donc il y a ça, il y a le fait que, on a écouté l'autre jour en commission des affaires européennes Clément Beaune qui nous a expliqué, on voit bien, la France va suivre tous les dossiers qui sont sur la table, alors que le paradoxe, c'est un peu comme ce qui s'est passé pendant la présidence française de 89. On a évoqué la chute du mur, on est arrivé, présidence française en juin 89, on est arrivé avec notre petit programme, et en 6 mois, on a libéré l'Europe. D'ailleurs, à ceux qui nous disaient « le Parlement européen ne sert à rien », j'ai répondu « comment ? J'ai été élu en juin 89, 6 mois plus tard, l'Europe entière était libérée. Alors, dites-moi que je n'ai pas assumé mon mandat. Bon, mais on a donc et là, on a vraiment une situation extraordinaire que je qualifierais très, très brièvement en disant « nous sommes porteurs, nous Français ». On dit... les Français, maintenant c'est l'Allemagne qui dirige, etc. C'est vrai et c'est faux. D'abord, personne ne dirige. Vous ne pouvez rien faire en Europe si vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Même du temps du général de Gaulle, quand les Allemands n'ont pas voulu suivre de Gaulle, ils ne l'ont pas suivi, point final. Et ça a été une crise longue au sein de l'Europe. Donc personne ne domine l'autre. C'est vrai que les Allemands ont une puissance économique, une puissance d'entraînement plus forte que la nôtre actuellement, mais sur le plan des idées, je voudrais qu'on arrête de dire que l'Europe est dirigée par les Allemands. Ce qui est caractéristique, c'est que les idées que nous avons avec d'autres, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Bénéluxiens et avec d'autres, ce que nous avons mis en place au lendemain de Maastricht, ce sont des idées qui enfin se concrétisent. Nous avons dit quoi? Nous avons dit l'Europe, c'est pas simplement que les pays européens se regardent les uns les autres, c'est qu'ils regardent ensemble, pour paraphraser Saint-Exupéry, dans la même direction. Il faut faire une révolution copernicienne. Le destin de l'Europe, il se jouera dans ses rapports avec la Chine, avec l'Inde, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, avec l'Amérique, parce que le problème franco-allemand, il est heureusement réglé. Donc il faut faire une grande conversion. Ça veut dire qu'on doit faire une Europe politique. Ça veut dire qu'on doit faire non pas simplement une politique monétaire, mais une politique économique. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux mouvements migratoires, non pas pour refuser systématiquement les migrants, mais pour réguler les migrations et pour réussir l'intégration. Ça veut dire qu'on doit relever les défis proprement politiques, et d'abord le défi écologique qui est le nôtre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelque temps, on voit que nos idées ont germé. Les Allemands, Madame Merkel, avec la prudence qui l'a toujours caractérisée, a fait un grand choix avec Next Generation l'année dernière. Et maintenant, on voit bien que le grand enjeu, c'est de savoir comment on va transformer ce qui s'est fait, ce plan de relance, qui ne doit pas être un one-shot mais un plan, comment on va le transformer. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ça a révélé un immense vide. Moi, je crois qu'il y avait deux façons de traiter. Il y a deux façons de traiter le pivot
le pivot américain. Soit les Américains, c'était un peu la tendance de Trump, disent on se fout des Européens et on s'oriente vers la Chine, soit, et c'était, est-ce encore, c'est ça le problème, la tendance de Biden en janvier en disant comme nous allons être concentrés par le Pacifique, il faut que les Européens s'unissent, s'autonomisent et prennent leurs responsabilités pour gérer ce que j'appelle une véritable verticale du vide qui va du cap du pôle Nord jusqu'au sud de l'Afrique, en passant par l'Europe. J'ai vu les Baltes cette semaine, ils sont très inquiets, en passant par la Méditerranée, qui n'est plus du tout protégée, organisée, en passant par le Sahel, en passant par le Moyen-Orient. Et là, le problème qui s'est posé dans le couac, l'immense couac des sous-marins, c'est que Biden a semblé dire « ben non, ce que j'ai dit, ça ne compte pas. En fait, l'Europe, je m'en fous, je me fiche de rompre avec les relations. » Eh bien non, maintenant il s'agit de savoir si nous sommes capables de nous organiser. Nous avons l'enjeu migratoire, nous avons l'enjeu technologique. Il est absolument anormal qu'un pays comme Taïwan, qui a 30 millions d'habitants, soit le roi des semi-conducteurs et que nous, avec nos 450 millions d'habitants, nous peignons à exister dans ce domaine. Donc voilà les grands défis. Voilà les grands défis. Et ces défis, nous les portons, nous Français, le président Macron, depuis son discours de la Sorbonne, nous les portons. Nous allons certainement franchir des étapes assez importantes dans tous ces domaines à travers la présidence française, mais l'essentiel, c'est que nous puissions, nous en France, poursuivre la tâche. Je ne vous dis pas comment il faut voter au présidentiel, vous avez votre petite idée, pour poursuivre cette tâche. Et il faut aussi qu'on rencontre en Allemagne notamment, mais le reste, il faudra. Les Italiens, ça va bien, ça va beaucoup mieux, on est très heureux avec les Italiens. Les Espagnols, c'est très intéressant. Nous avons des problèmes avec les Polonais, les Hongrois, etc. Mais le problème, c'est d'abord l'Allemagne. Il faut que l'Allemagne, comme nous, accepte la grande métamorphose du projet européen qui doit cesser d'être technocratique, simplement économique, qui doit devenir pleinement politique. Nous avons défendu la paix entre nous, nous devons construire la paix dans le monde, nous avons une civilisation dont nous devons être fiers, que nous n'avons pas à rejeter ou comme on dit maintenant à canceller. Et pour réussir cette opération, comme on l'a dit dans ce document, on le fera tous ensemble. Voilà, c'est un maillon dans la chaîne, cette présidence française, mais l'essentiel, ce sera les années à venir et ce que nous saurons faire avec un président Macron réélu et avec une Allemagne qui acceptera de faire, avec sa prudence, son réalisme, mais aussi son ambition, ce virage nécessaire du projet européen. Merci Jean-Louis. Alors les Allemands, on va assez rapidement savoir ce qu'il en est, puisque dans 48 heures, ils ont leur vote, et on aura bientôt les nouvelles sorties des urnes allemandes, et puis le président Macron. Mais on va en parler maintenant avec Stéphane Séjourné, qui nous fait l'amitié d'avoir répondu à notre invitation. Alors Stéphane Séjourné, il est député européen, il est président de la délégation française Renaissance au Parlement européen, qui regroupe des députés de La République En Marche, du MoDem, du Mouvement Radical et d'Agir. Et il est par ailleurs conseiller du président de la République. Alors Stéphane, on voudrait un petit peu savoir, au niveau des priorités françaises, où est-ce qu'on en est? Tous les choix ne sont pas arrêtés, évidemment, mais il y a déjà un gros travail qui a été fait, tant au niveau du Parlement européen par notre équipe, que par les ministères, que par les différents partis politiques. Et Jean-Noël Barrot a rappelé tout à l'heure le travail que le MoDem a fait en interne sur cette question-là. Où est-ce qu'on en est? Et voilà, peut-être un calendrier et puis des éléments concrets de ces priorités françaises. Merci Stéphane. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et merci de me faire passer après Jean-Louis Bourlanges. C'est toujours très facile. On a toujours... c'est là où on voit que l'expérience est importante en politique. Mais je voulais d'abord vous remercier et Christophe va me tuer sur le timing, je vais vraiment essayer de faire court. Mais je voudrais en préalable, puisque vous le savez aussi, on a une délégation au Parlement européen de 23 députés. 23 députés, je pense qui sont dans une situation, y compris politique, au centre de l'hémicycle européen, où on gagne à peu près 95% de nos votes au Parlement européen, et on est dans une situation où on ne peut pas faire sans nous,
dans cet hémicycle européen, ce qui est une situation un peu inédite dans laquelle cette délégation française au sein de ce groupe-là est, avec 23 individus. Mais je voudrais d'abord remercier et vous dire à quel point vos parlementaires du MoDem travaillent. Je pense qu'on est en train de faire changer, y compris la vision qu'avaient les Européens de la France dans cette institution. On a beaucoup critiqué les Français comme étant un mandat de voie de garage pour les parlementaires nationaux qui avaient perdu leur mandat local ou national. On avait des vrais problèmes d'assiduité sur certaines délégations. Je ne parle pas de cette famille politique-là, mais avant, il y avait eu vraiment des problèmes d'assiduité. Et je pense que le travail qu'on est en train de mener depuis 2 ans, et je voudrais d'abord vous remercier et remercier les parlementaires MoDem qui travaillent dans cette délégation, parce que vous faites vraiment du bon travail et je pense que vous pouvez les applaudir. Petite parenthèse, mais si je le dis pas, personne ne le dit. Donc, trop modeste. Bon, merci d'abord aussi, puisqu'on va rentrer dans un moment important. Un moment important parce que je pense que l'Europe a pris conscience que dans le triptyque les États-Unis innovent, la Chine produit, l'Europe régule, il fallait innover et aussi produire et gagner notre souveraineté européenne. Si je résume un petit peu ce que disait Jean-Louis Borlange, cette présidence française va être sous cette optique-là. Il va falloir continuer à réguler puisque notre réglementation européenne n'est pas encore aboutie et il va falloir consolider le modèle européen qu'on est en train de construire. C'est ce qu'on va faire sur l'environnement avec des objectifs de décarbonation de l'économie à 2050, il va falloir quand même expliquer à tous nos concitoyens européens comment on y arrive. Et avec une réglementation bien établie, il y a une quinzaine de propositions de règlements et de directives qui sortent de la Commission, qu'on va devoir analyser rapidement et peut-être faire aboutir en présidence française, notamment des gros objets politiques comme la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, qui nécessitera justement beaucoup de pédagogie de notre part pour expliquer aux Français ce que c'est. Et beaucoup de pédagogie aussi auprès de nos collègues européens pour les inciter à adopter ce modèle. On aura, et Sandro en dira sûrement un mot, mais aussi à parachever la régulation sur le numérique, qui est un vrai sujet, donc de nous créer une identité numérique européenne qui ne sera pas ni le modèle chinois, ni le modèle d'ailleurs américain, et qui sera un vrai modèle particulier de compétition, mais aussi de régulation du secteur du numérique. Ça, on vous en parlera aussi. Et puis, dans le troisième aspect, peut-être, on aura également tous les combats qu'on voit venir sur l'état de droit, avec une délégation ultra mobilisée, et sur les questions sociales. Je sais que voilà, Sylvie est là, notre députée qui va s'en occuper, avec la construction peut-être d'un salaire minimum européen dans les pays qui n'en ont pas encore aujourd'hui. Je le dis bien, je le précise, pour pas que ça soit interprété comme ça a été pareil dans la campagne européenne, mal interprété. Il ne s'agit pas de niveler par le bas les salaires minimums européens, mais de construire ce modèle social européen. Donc, si je résume moi les choses, je dirais à la fois parachever le modèle de régulation, prendre conscience que l'autonomie stratégique est dans l'innovation et dans la fabrication ne doit pas être exclusivement renvoyée aux 2 autres continents. Et donc je pense que ça, on aura un intérêt. Et dans le moment qu'on a vécu avec l'Afghanistan et les sous-marins nucléaires et ce contrat d'armement, je pense qu'on est dans un moment de bascule aussi où on arrivera à faire accélérer tous ces agendas. La présidente de la Commission, d'ailleurs, von der Leyen, a annoncé un grand sommet sur la défense européenne. C'est vraiment une première et on va pouvoir accélérer l'agenda sur ces questions-là. Donc beaucoup de chantiers. Il faudrait presque 2 heures pour prendre chantier par chantier, mais par contre, je sais que c'est le travail des mouvements politiques de creuser, d'expliquer, de vulgariser et surtout de convaincre les Français que la défense du modèle européen va être aussi un enjeu politique dans les prochaines années et dans les années à venir. Et je pense qu'on peut compter sur le MoDem. En tout cas, vous pourrez compter sur La République En Marche et l'ensemble de la délégation Renaissance. Je vous remercie. Merci Stéphane.
Alors, vous l'aurez compris en écoutant Jean-Louis et Stéphane, ceux qui imaginent l'Europe comme uniquement un grand marché commun dérégulé, monétaire, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est des vraies politiques économiques, c'est la fin de l'Europe naïve, c'est l'autonomie stratégique, c'est aussi le retour des valeurs et de cet attachement à l'état de droit qui avait peut-être été un petit peu perdu. Et évidemment, ça nécessite de se bagarrer. Alors, pour arriver à tous ces éléments qui sont en fait quelques briques pour faire un mur. Richard Ferrand nous parlait tout à l'heure de fondation et de son père qui était maçon. Donc pour faire un mur, il faut aussi avoir du mortier, avoir du liant. Et le liant, cher Laurence Farin, c'est aussi quelque part le sentiment d'appartenance, l'identification européenne, ce sentiment d'appartenance, notamment pour la jeunesse, puisque Ursula von der Leyen nous a annoncé l'année 2022 comme étant l'année européenne de la jeunesse. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu tout cela. Je rappelle que vous êtes députée européenne, coordinatrice de la commission culture au Parlement européen et également membre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Laurence ? Oui, alors, il y a un moment. C'est vrai, 6 mois, c'est court pour la présidence française de l'Union européenne, mais c'est la présidence de l'État le plus pro-européen. Et deuxièmement, on arrive à ce moment où, simultanément, ce qui a été voulu par la France, ce qui a été voulu par le président Macron et porté par notre groupe politique, c'est-à-dire la conférence pour l'avenir de l'Europe, arrive. Cette conférence qui a pour objectif de bouger et de toucher à certains éléments de fonctionnement pour aller vers cette Europe plus politique et à la fois de se tourner vers les citoyens pour les écouter et faire en sorte qu'ils s'approprient cette Europe. Parce qu'en effet, dans cette présidence française de l'Union européenne, il y a un triptyque très intéressant qui a été développé qui est relance, puissance et appartenance. Et en effet, l'appartenance, c'est ce dont on a besoin pour partir ensemble à l'assaut des grands combats. Parce que assumer les efforts que représente l'adaptation au changement climatique, avancer vers une régulation de l'économie et vers une fiscalité plus ambitieuse, vers une égalité, aller vers l'autonomie stratégique, voire vers une défense, tout ça, si on ne se sent pas ensemble, réunis autour d'un grand récit, on ne peut pas l'obtenir et on ne peut pas l'achever. Donc c'est ce qui m'intéresse en effet plus particulièrement dans mon travail parlementaire au sein de la commission éducation-culture. Parce qu'en effet, quel est le récit que nous partageons ? C'est vraiment la grande difficulté. On se réfère à la paix pour les États fondateurs, pour les pères fondateurs, mais c'est déjà loin pour les générations nouvelles. Mais aussi, c'est une autre histoire, l'Europe. Les États qui nous ont rejoints après 1989, pour eux, l'histoire, c'est la conquête démocratique. Donc, on a ce sujet de ce récit commun qu'on doit partager face aux États-Unis, les cow-boys, Beyoncé, Disney et de valeurs communes, et puis d'un bloc totalitaire à l'Est qui a été l'URSS et qui est aujourd'hui la Chine. Mais il y a une question, c'est que tout ce qui fait ce ciment, il est dans des zones moins influentes de l'Europe. L'éducation, la culture, qui sont des compétences vraiment annexes de l'Union européenne et qui sont pourtant si européennes, et si importantes, pardon, et bien sûr la question de la citoyenneté. Et ça, la question de citoyenneté, c'est vraiment un espace non investi pour lequel on doit se battre. Et c'est pour ça que l'exercice de la conférence est très intéressant, parce que ça dit comment je me sens citoyen, comment je me sens européen. Et il faut vraiment qu'on ait cette participation massive de se dire qu'est-ce qui fait que, au-delà du moment où je passe la frontière, où j'ai mon passeport, ça fasse sens d'être un citoyen européen. Ce qui est remarquable, c'est que les jeunes participent beaucoup à ce sujet sur tous les éléments de consultation qu'on a sur les plateformes de la conférence pour l'Union européenne. Et à la fois, à travers la première réunion, vous savez, la conférence, il y a 200 citoyens qui ont été tirés au sort, dont un tiers de 16-25 ans. Donc c'est bien, c'est une place importante donnée aux jeunes. Et ils se sont massivement prononcés sur ce sujet. Donc citoyenneté. Deuxième sujet sur lequel la présidence sera vraiment opérant, et Clément Beaune nous l'a répété, et on travaille avec nos ministres de référence, l'éducation et la culture.
L'éducation, là aussi, sur les premières remarques remontées qu'on a, la question d'harmonisation qui est aujourd'hui illusoire, il ne faut pas forcément en plus harmoniser toute l'éducation, mais c'est stratégique parce que d'une part, on doit atteindre, tu parlais d'innovation Stéphane, une excellence académique pour avoir des chercheurs, pour avoir du talent, de la matière grise, et à la fois augmenter notre potentiel démocratique en donnant plus d'accès à l'éducation. En ça, on a la chance d'avoir un programme emblématique, Erasmus+. Et ce programme Erasmus+, il est amené à évoluer encore pour, je crois que la table ronde qui suit est l'égalité des chances, mais se sentir citoyen égaux à égalité des chances partout en Europe, c'est un combat clé. Donc, on a une proposition qui est très partagée par le ministère, par nos adhérents aussi, puisqu'elle est dans notre proposition du livre blanc, c'est la question du statut européen des apprentis en mobilité. Puisqu'aujourd'hui, on sait que la mobilité européenne, le fait de pouvoir acquérir des compétences, s'adresse surtout aux étudiants du supérieur. Or, le programme Erasmus+, inclut maintenant cette dimension. Donc, je crois pouvoir dire que la France pourra aller plus loin, et on sait très bien que quand on touche des jeunes en apprentissage, de fait, on démocratise, parce que c'est des jeunes qui ont souvent quitté le cursus, et c'est une manière de créer ce ciment, et une manière de créer l'appartenance. Dernier sujet pour être rapide et passer la parole, c'est la question de la culture, qui est tout à fait clé. La culture qui est vraiment le parent pauvre de l'Union européenne, puisque on est à 0,2% du budget et qui est si importante. Mais là aussi, signe d'espoir. Notre groupe a porté, et notre délégation a porté une résolution au Parlement européen dans le cadre de la relance pour que des budgets soient fléchés. On a obtenu 2%, enfin c'est une recommandation qu'on a faite pour que 2% des plans de relance soient fléchés par la culture. Et aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, des 27, on a ce chiffre. Alors avec des disparités, la France est bien sûr bon élève, il y en a d'autres, République tchèque à 4%, d'autres ont 0, mais c'est l'Allemagne parce qu'ils ont délégué les compétences aux régions, aux Länder, mais très positif. Et dans ces questions culturelles, il y a vraiment des points qu'on doit s'arroger, et là aussi, je suis confiante parce qu'on y travaille, on échange beaucoup avec les ministères, sur des questions comme la langue, multilinguisme, importance d'acquérir notre identité avec cette complexité qu'est la diversité, et au-delà, puisque c'est un sujet qui nous a touché, les langues régionales, la reconnaissance des cultures régionales, parce que l'Europe, ça ne doit pas être une uniformité absolument triste. Donc on a cette question notamment de la charte, la ratification des chartes régionales et minoritaires qui est importante et qui rejoint le débat qu'on a eu sur la loi Molac et dans nos régions aussi. Voilà, point. Le patrimoine, là aussi, parce qu'on sait la difficulté qu'il y a à enseigner l'histoire européenne compte tenu de justement nos différentes visions sur l'histoire. En revanche, se réaccaparer le patrimoine, l'explorer, l'exploiter, le communiquer, c'est aussi le reprendre aux plus conservateurs. Hein. Ceux qui revendiquent le patrimoine au Parlement européen, ce n'est pas les partis les plus pro-européens. Et puis, on a beaucoup de sujets, tu parlais du numérique, et Sandro va en reparler certainement, c'est l'Europe à l'heure du numérique et du digital. Il y a des directives très importantes qui sont passées dans l'ancienne mandature pour que ce qui fait le contact aujourd'hui avec les citoyens, c'est-à-dire pour beaucoup les programmes de VOD en ligne, eh bien, intègrent 30% de production européenne pour que la production audiovisuelle soit financée aussi. Donc, tout ça chemine, c'est un progrès qui est fait, c'est 2%, et je pense que ce n'est pas un hasard si il y a eu le premier G20 Culture, merci Sandro à Rome, en Italie, qui s'est penché sur le sujet. Donc, pour conclure, c'est un moment, nous avons besoin de dépassement et d'objectifs politiques, mais rien ne se fera sans ciment et sans ce sentiment d'appartenance. Merci Laurence. Alors, vous avez cité Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes. Peut-être vous rappeler que cet après-midi, à 14h30, dans cette salle, et on diffusera son message en vidéo à notre ministre donc, des Affaires européennes. Alors, Sandro Gozzi,
ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement italien, député européen, membre de la Conférence pour l'avenir de l'Europe, secrétaire général du Parti démocrate européen, le PDE. Je vous rappelle quand même que le PDE, c'est une émanation quand même du mouvement démocrate à l'origine et de nos amis italiens. Donc c'est comme ça que le PDE s'est constitué il y a quelques années et qu'il fédère aujourd'hui des partis politiques dans une bonne partie de l'Europe. Peut-être important de le rappeler, parce qu'il y a toujours marqué PDE quelque part sur les documents, mais peut-être vous rappeler un peu ce que c'est, parce que c'est vrai qu'en France, on ne le connaît peut-être pas suffisamment encore. Membre du MoDem, vous êtes membre de droit du PDE, donc voilà. Donc voilà, vous êtes adhérent de quelque chose que vous ne connaissez pas forcément encore à 100%, alors que François Bayrou se bat depuis l'origine, en tant aussi que président, pour que le PDE soit encore plus connu. Et donc, merci à Sandro également en cette qualité de secrétaire général du Parti démocrate. Alors, peut-être quels objectifs sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, en complément de ce qu'a déjà dit Laurence, et puis voilà, comment impliquer peut-être davantage les citoyens dans cette Europe de demain? Sandro? Merci. À nouveau, merci. C'est la 4e fois que je suis allé aux universités des rentrées du MoDem. La 2e fois à Guidel, une fois au sud-ouest et une fois dans le sud. Hein. Je m'en souviens très bien. Jean-Louis l'a déjà dit, mais vu la relation qu'on avait, je dois vous le dire aussi, combien ça me manque la présence de Marielle. C'est avec elle que j'ai commencé notre belle amitié, notre belle coopération entre nous, les Italiens, et vous, les mouvements démocrates. Et en venant ici hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire une pensée très amicale et très douce, parce qu'elle me manque énormément. Mission impossible. On a des missions impossibles. On a toujours des missions impossibles en politique. C'est pour cela qu'on fait de la politique d'ailleurs. C'est pour cela qu'on fait de la politique européenne. C'est une mission impossible. La présidence française de l'Union européenne, Jean-Louis et Stéphane ont encadré parfaitement les enjeux. C'est une mission impossible aussi de transformer l'Europe et de faire une conférence sur l'avenir de l'Europe en sélectionnant des citoyens plusieurs centaines de citoyens ont été sélectionnés dans les 27 États membres pour travailler dans cette conférence avec les représentants des citoyens, avec nous, les parlementaires européens, avec les parlementaires nationaux, avec les ministres, avec les commissaires. Ça, c'est la conférence. Est-ce que c'est... Il y a certains qui ne voulaient pas cette conférence. Il y en a d'autres qui voudraient que ça se passe vite et qu'on l'oublie vite. Il y en a d'autres encore qui disent « Ah, c'est formidable, c'est un grand sondage à l'échelle continentale. » Et puis il y a nous. Nous voulons que la conférence prépare une grande réforme de l'Union européenne, certaines grandes réformes de l'Union européenne. Et nous voulons que ceci coïncide avec un grand moment pendant la présidence française de l'Union européenne. Nous voulons cela parce que c'est nécessaire. Nous voulons cela parce que, moi je dis tout le temps, surtout avec la crise du Covid-19, mais en général avec ces changements, ces nouveaux désordres mondiaux, on vit un moment darwinien, un moment des grands changements, un moment dans lequel ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais c'est lui qui montre d'avoir la meilleure capacité d'adaptation, de mieux interpréter la transformation. Et dans ce moment darwinien mondial, nous les Européens, nous devons interpréter les besoins de transformation. On a déjà commencé, Laurence le disait, à travailler avec les citoyens. Les citoyens nous disent, c'est que Stéphane et Laurence ont rappelé, ils veulent du multilinguisme, ils veulent une nouvelle régulation plus juste du numérique, ils veulent une Europe des valeurs. Jean-Louis disait, c'est un peu ingrat avoir une présidence en rotation pour 6 mois de l'Union européenne. Moi, je peux te le dire parce que moi, j'étais le coordinateur de la présidence italienne en 2014 et à l'époque, j'avais mis comme priorité la protection de l'état de droit. Tu as vu combien de temps j'ai dû attendre pour voir quelques avancées sur lesquelles nous sommes très engagés et sur lesquelles nous allons continuer. Donc, les enjeux sont ceux-là, mais il faut d'un côté les placer dans un contexte plus vaste, de l'autre côté, voir dans l'immédiat ce qu'on peut obtenir dans ces 6 mois. Et les contextes plus vastes, c'est qu'on va célébrer les 30 ans du marché unique.
grand succès européen. C'est l'année prochaine. Les 35 ans du programme, du projet les plus connus et les plus de succès en Europe, c'est les programmes Erasmus. Et nous avons une grande priorité, c'est comment être plus autonome pour assurer notre stabilité, pour assurer nos intérêts. C'est les thèmes de l'autonomie stratégique. C'est ça, les contextes. Donc, les marchés uniques étaient un grand succès. Aujourd'hui, nous devons construire l'Europe du numérique, les marchés uniques numériques. Du point de vue des opportunités que cela offre, du point de vue de la protection des droits fondamentaux, du point de vue des nouvelles opportunités que cela peut donner à notre modèle industriel, de la volonté, Stéphane l'a dit très bien, d'être véritablement alternatif à un modèle où tout est déréglementé, où les géants du numérique font ce qu'ils veulent avec nos données personnelles, les modèles américains, et un modèle où tout est étatique et dans lequel le numérique est utilisé pour contrôler les citoyens et pour interférer dans nos processus démocratiques, c'est le modèle chinois. Et le travail qu'on fait aussi dans la commission d'enquête sur la désinformation montre bien combien les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Vénézuéliens utilisent les instruments numériques pour interférer sur nos processus démocratiques. Ça, ce sont les enjeux auxquels nous devons faire face, en sachant qu'il y a aussi, et ça sera les derniers points, en sachant qu'il y a aussi, d'abord, la nécessité d'une approche humaniste. La question de la sécurité, pour moi, n'est pas seulement militaire. La question de la sécurité européenne, c'est militaire et culture. Autonomie stratégique et connaissance, éducation. Et moi, je lui dis qu'un message très fort, ça serait que pour 1 euro de plus qu'en tant qu'Européen, on dépense pour l'armée, on doit dépenser 1 euro plus pour la culture. Parce que c'est comme ça que nous défendons véritablement et de façon complète nos valeurs. Et nous avons la possibilité de le faire, parce que d'un côté, justement, une des priorités de la présidence française de l'Union européenne, ça sera la défense. De l'autre côté, ça sera toutes les initiatives dans le domaine de l'éducation, de la culture, du numérique que nous allons lancer. Et après, il y a un contexte de leadership. Il y a un contexte de leadership, un contexte des relations, un contexte de travail avec les acteurs incontournables. Pas de façon exclusive, mais incontournables. Les leaders aujourd'hui en Europe s'appellent Emmanuel Macron. Donc il faut bien les relire en 2022. Il a un bon partenaire. Il a un bon partenaire qui s'appelle Mario Draghi. Et cher Jean-Louis, je suis content que tu dises que ça va bien avec l'Italie, mais si ce n'était pas pour quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Matteo Renzi, qui a provoqué la crise pour remplacer Giuseppe Conte par Mario Draghi, aujourd'hui les relations entre l'Italie et la France ne seraient pas les mêmes. Donc au moins, je vais vous rappeler cette opération qui a été fondamentale, pas seulement pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. Et puis il y a la grande question allemande, et je termine là. Je sais combien elle est historique, forte, combien la relation entre la France et l'Allemagne est sensible, etc. Moi, dans mon expérience, j'ai trouvé que la prudence parfois désespérante d'Angela Merkel, j'ai toujours préféré, depuis qu'il est candidat, l'impatience qui peut-être a énervé certains d'Emmanuel Macron. Et moi, j'espère que la chancelière, le nouveau chancelier, la nouvelle chancelière, soit elle ou lui aussi un peu plus impatient de transformer notre Union européenne. Merci Sandro. Alors, jusqu'à maintenant, on a eu un regard un petit peu de l'Europe occidentale, j'allais dire, avec nos différents intervenants. Il est peut-être temps de se tourner vers la partie de l'Europe orientale, cette Europe des pays de l'Est que Frédéric Petit connaît parfaitement. Donc Frédéric, vous êtes député à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger, notamment dans cette partie de l'Europe, et vous êtes également secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen. Alors, Frédéric, comment est-ce qu'on peut, dans cet idéal européen, peut-être dans cette histoire que Laurence évoquait également, où c'est pas facile parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes histoires, pas forcément les mêmes cultures, comment est-ce qu'on peut davantage impliquer ce qu'on appelait autrefois les pays de l'Est dans cet idéal européen? Oui, merci.
Je ne suis donc pas député européen. Il y a des gens dans les pays où j'habite et où je vis qui ont du mal à comprendre qui je suis exactement, parce que ça n'existe pas dans les autres pays, ce que je représente. Donc je vais faire peut-être des remarques de terrain. Mais par rapport à ce que je suis, j'aime bien dans mes réunions publiques, parce que j'ai des réunions publiques à Tirana, à Belgrade, etc. J'aime bien renverser le slogan du Front National. C'est assez satisfaisant pour l'esprit en disant « on est chez nous ». Voilà. Vous savez, le fameux slogan qui est « on est chez nous » qui est excluant. Moi, je dis « on est chez nous » et on est donc un lien. Et c'est assez intéressant. Alors, 2 remarques, et puis je serai assez court. Il y a une autre image que je prends assez souvent, quand je suis en particulier dans les Balkans, c'est de dire que les Balkans sont l'avenir de l'Europe. Je parle des Balkans 6. Et évidemment, tout le monde dit, le député, il est fatigué, c'est le contraire. C'est l'Europe qui est l'avenir des Balkans, ça sera à l'ordre du jour. Et quand je dis ça, je le pense sincèrement, parce que, comme je le dis dans la vidéo, l'Europe, c'est pas un accord multilatéral qu'on a fait dans la paix. Vous savez, on oublie souvent que la Sarre était française. Le Bade-Württemberg n'était pas l'Allemagne, c'était une zone d'occupation. Moi, j'ai fêté il n'y a pas longtemps les 50 ans du lycée français de Baden-Baden. On m'a raconté des histoires d'envahissement de Français dans l'Allemagne. Il y avait les conflits dans la rue. Et c'est jusqu'en 65, jusqu'en 66. Et c'est à ces moments-là qu'on s'est dit, on va, alors qu'on a encore des conflits ouverts, on va mettre en commun le charbon, l'acier, et puis la langue de l'autre un peu plus tard. Et c'est en ça que cette partie de l'Europe peut être l'avenir de l'Europe. Ou bien notre modèle de réconciliation entre ennemis héréditaires et de transformation des conflits pour apporter au monde une autre parole marche, et dans ces cas-là, c'est là-bas que ça va marcher maintenant, ou alors c'est qu'on s'est trompé. Donc je crois qu'il y a une notion, et qui est une notion, effectivement, une notion culturelle, une notion de culture européenne. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est une précision. Je ne crois pas qu'on saura ce que fera l'Allemagne dimanche soir. Dimanche soir, ils vont analyser, après ils vont faire une coalition, mais le pire, le plus long, ça ne sera pas la coalition elle-même. La coalition, on peut déjà la sentir, ça sera l'accord de coalition. Parce que dans l'accord de coalition, ils sont obligés de faire des tractations. Voilà. Et si le FDP est dans la coalition, qu'est-ce que le FDP va accepter de céder ou pas céder? Ça ne sera pas pareil pour le train, ça ne sera pas pareil pour la culture. Donc je crois qu'on a encore une menace sur la présidence française. C'est quand même de revivre ce qu'on a vécu il y a 5 ans, c'est-à-dire un très très long accord de coalition, ce qui ferait que ça nous handicaperait au niveau européen. Voilà. Merci Frédéric. Alors, ce qui avait été extrêmement surprenant, c'est effectivement de voir en Allemagne qu'il a fallu attendre 3 débats télévisés, que sur le 3e débat télévisé, on commence à parler d'Europe entre candidats à la chancellerie allemande, ce qui est absolument incroyable. Bon, ils sont tous d'accord, ils sont tous pro-européens maintenant. Enfin, il n'y a que les extrêmes, à gauche et à l'extrême droite, qui ne sont pas favorables à l'Europe. Donc il y a une sorte de consensus, mais c'est bien de le rappeler quand même dans le débat public. Ils ont mis aussi 3 débats pour commencer à dire du mal les uns des autres. Il faut dire que nous commencerons beaucoup plus tôt. On a toujours un temps d'avance, c'est bien. Ok, alors maintenant, merci à nos intervenants. C'est le moment des questions. Je vous avais dit qu'on ne voulait pas faire un entre-nous, mais que c'était un avec vous qu'on voulait faire. Donc, si des mains peuvent se lever, je vois plein de mains qui se lèvent. Alors, s'il vous plaît, des questions extrêmement concises. J'anticipe les demandes de la régie. Donc, questions très concises, s'il vous plaît, et puis on va faire des réponses de toute façon concises. Donc, ça permettra d'en avoir un maximum. Et j'en prends plusieurs d'un coup. Très bien. Tes ordres avec plaisir. Il y a 3 de mains qui se lèvent d'ailleurs. Quand le micro est distribué, levez-vous peut-être, ce sera peut-être plus facile. Oui. Gérard Agulon, Paris. Vous n'avez pas parlé un instant du Brexit. C'est presque... Voilà, c'est presque... Attends, on va enchaîner plusieurs questions. On va enchaîner plusieurs questions. Oui, une question en fait par rapport à quels objectifs pour la présidence française de l'Union européenne. Moi je suis enseignant et Jean-Louis Bourlange a vraiment parlé assez politique dimanche dernier du GIEC et des rapports sur le climat. Et vraiment je veux dire ici que l'attente des lycéens sur la question du climat est énorme, elle est vraiment énorme. Et si Emmanuel Macron avait un objectif à se fixer, ce serait peut-être de proposer à l'Europe
une Europe de l'énergie, par exemple. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que quelle chance ce projet a-t-il d'aboutir en Europe? Merci beaucoup. Et une troisième question, et on va commencer à répondre. Dernière question. Comment gérer une présidence française, Jean-Dionis, Lot-et-Garonne, une présidence française en même temps qu'une campagne présidentielle? Quels sont les courts-circuits qu'il peut y avoir et comment vous allez nous abriter de ces courts-circuits? Deuxième question. Pendant les 6 mois, n'oubliez pas la logistique, le fonctionnement de l'Europe. Tout ce que vous pourrez faire pour améliorer l'administration territoriale des fonds européens, il faut le faire. Et il y a un énorme travail à faire. Ça flotte entre une gestion nationale et une gestion au niveau des régions. Et je salue ma collègue Laurence. Bonjour Laurence. Et donc là, n'ayez pas peur d'avoir des objectifs modestes aussi d'amélioration de l'efficacité de la machine européenne. Merci. Alors, Sandro, un mot sur le Brexit. Déjà, vous avez, dans votre question, il y avait la réponse. Mais je vous dis une anecdote en 1 minute. Ursula von der Leyen est venue devant nous, les parlementaires européens, pour faire un discours sur l'état de l'Union. Les grands discours, les grands moments politiques, entre notamment la Commission et le Parlement européen, mais pour l'Europe, dans lesquels on indique quels sont les grands enjeux, les priorités, les préoccupations pour l'année devant nous. Elle n'a jamais prononcé le mot Brexit. Et parce que pour nous, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Et les correspondants britanniques à Strasbourg qui suivaient, ils ont discuté avec leurs collègues français, allemands, mais en disant, mais elle n'a jamais parlé du Brexit. Et oui, donc c'est ça. Pour nous, on a un continent à bâtir, on a une Europe à transformer, on a des réponses à donner à nos citoyens. Le Brexit, c'est derrière nous, évidemment. Nous voulons construire un partenariat avec nos amis britanniques, mais contrairement à ce qu'ils avaient pensé, on ne passe pas nos journées à nous demander qu'est-ce qu'ils vont faire les Britanniques ou à nous arracher les cheveux pour leur choix dramatique. Une erreur historique, démocratique, et nous respectons, mais nous allons de l'avant. Et c'est pour cela que nous pouvons, et c'est le dernier mot, construire et aller de l'avant vers une Europe de la défense. Merci. Merci Sandro. Peut-être préciser aussi qu'il faudra veiller, c'est la seule actualité qui nous reste un peu avec les Britanniques, à ce qu'ils respectent la signature, ce qu'ils ont signé, que les engagements soient bien tenus et que les choses fonctionnent bel et bien. Si vous me permettez, par rapport à la question sur l'énergie, je vais répondre un peu à la place de nos invités, mais donc c'est majeur les questions d'énergie. Je m'en occupe un peu au Parlement européen, l'intégration des systèmes énergétiques, maintenant je m'occupe de la révision de la directive sur les énergies renouvelables. Donc il y a un enjeu absolument majeur, cet enjeu énergétique, pas pour de la décroissance. Je dis à chaque fois que ce qui est important, c'est effectivement de faire de l'efficacité énergétique, de faire des économies, de mieux isoler les bâtiments, etc. Mais pour mieux redéployer l'énergie, parce que l'énergie consommée est toujours liée au niveau de vie des pays, au PIB. Donc plus vous dépensez d'énergie, plus vous avez de PIB. Alors, à partir du moment où vous respectez la nature et que vous n'utilisez pas les ressources finies, eh bien, on a tous les leviers ouverts pour redéployer derrière. Et donc, c'est évidemment le Green Deal au niveau du Parlement européen, enfin, au niveau des textes du Parlement européen, au niveau de l'Union, c'est le Green Deal, donc la neutralité carbone en 2050, sur laquelle on se bagarre tous, avec, là aussi, dépasser un peu les dogmes. François parlait de ça ce matin. Le problème de l'énergie, c'est qu'il y a beaucoup de dogmes. Je prends l'exemple en 2050, il faut 13% d'énergie nucléaire en 2050 dans le mix énergétique. S'il n'y a pas 13%, on n'arrive pas à décarboner en 2050. Il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas de ces 13% en 2050. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas l'objectif du Green Deal. Et donc on se bagarre avec la taxonomie verte, avec d'autres sujets, pour qu'il y ait une part de nucléaire dedans. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, mais il y a une part à mettre dedans, sinon on n'y arrivera pas. Et donc sur la troisième question relative à l'élection présidentielle en même temps que la présidence, je pense que Stéphane Séjourné est le mieux placé pour nous en parler. Alors, est-ce qu'il y aura 6 mois utiles ou 3 mois utiles ou comment on va faire? Une question qui revient souvent sur deux sujets. Est-ce que la présidentielle est un élément handicapant
pour notre efficacité pendant la présidence de l'Union européenne? Est-ce que c'est un élément, on va dire, supplémentaire qui pourrait nous faire gagner un peu plus d'efficacité dans la dynamique qu'on a? Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, et je mets à témoin mes collègues ici. Je pense qu'on aurait préparé de la même manière la présidence française, qui est présidentielle ou pas présidentielle. L'enjeu et le moment politique qu'on a vécu avec le post-Afghanistan, avec le moment, on sent bien que Brexit étant passé, je rejoins les propos de Sandro, et c'est plus un sujet de Parlement européen, plus personne n'en parle entre nous d'ailleurs, alors que ça a été pendant 1 an et demi un sujet de discussion presque quotidien. Voilà, on avait presque une overdose du Brexit à un moment donné. Et les sujets de souveraineté et d'autonomie stratégique qu'il faut construire aujourd'hui et convaincre nos collègues européens, je pense que le moment est tellement important que présidentiel en France ou pas présidentiel en France, les enjeux européens de toute façon auraient été là. Et il aurait fallu les préparer, et les préparer sérieusement, et on les prépare aussi sérieusement s'il y avait une présidence présidentielle en France ou pas. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que ça sera défavorable? Moi, je ne pense pas, parce que il y a une forme de prise de risque dans la présidence française de l'Union européenne, puisqu'on va mettre un agenda. L'agenda politique qui sera connu et dévoilé au 1er décembre par le gouvernement français. Le président de la République aura à s'exprimer dans l'hémicycle européen, sous forme d'ailleurs de questions, un peu une forme de question au gouvernement, auprès des parlementaires européens le 19 janvier, devant l'ensemble de la représentation européenne. Et puis, avec aussi un élément symbolique, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir le président de la République dans cet exercice politique que sa constitution en France lui interdit. Et donc c'est une manière aussi pour lui de remettre les enjeux sur les enjeux européens, de construire l'agenda, mais aussi de se confronter aux oppositions européennes. Et on en connaît. Ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, les grands rassemblements et les grandes coalitions d'extrême droite sont des éléments d'enjeu aussi politique de cette présidence. Donc moi je dirais, la prise de risque est la même pour nous, l'organisation est la même, il nous manquera du temps peut-être en termes, puisque vous savez les règles électorales font que 3 mois après le début de la présidence française, on ne pourra pas faire d'événements de conseils, ce qu'on appelle les conseils européens des ministres décentralisés. On en aura de manière décentralisée pendant les 3 premiers mois de la présidence française de l'Union européenne, mais pas après. Et après, on reprendra aussi un certain nombre d'activités, puisqu'il faudra de toute façon, et je l'espère, enjamber l'élection présidentielle avec le même membre du Conseil et le même président de l'Union européenne à ce moment-là, et terminer la présidence française avec d'autres enjeux, et puis peut-être un agenda qui aura glissé et qui sera en termes d'opportunités différent. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on prend ça de manière sérieuse, avec la bonne prise de risque et la bonne organisation. Voilà, et que c'est des éléments de présidentiel à ce stade, en tout cas pour l'organisation européenne, ne jouent pas. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci Stéphane. Peut-être dire qu'on parlait de la défense commune. Il y aura un sommet sur la défense européenne qui se déroulera normalement à Toulouse au mois de mars 2022. Ce n'est pas encore entièrement tranché, mais voilà. Donc c'était un début de réponse par rapport à cette question sur la défense européenne. Et pour terminer, je pense que Laurence pourrait nous dire quelques mots. Que j'ai oublié de vous dire, elle est coordinatrice de la commission culture, mais elle est également investie dans la commission régie, celle qui s'occupe des régions et qui gère notamment les fonds structurels européens, notamment les FEDER et le FSE. Laurence? Oui, c'est notre président François Bayrou qui m'avait envoyé dans cette commission justement pour aller traquer quelques fonds européens. Mais oui, je voudrais répondre à Jean Dionis, que j'ai le plaisir d'apercevoir. Cette question des fonds européens, elle est stratégique parce qu'en effet, ça, c'est l'Europe perceptible et qui est connue très fortement par les élus de proximité. Et on sait que c'est un levier très fort. C'est le 2e budget de l'Union européenne après la politique agricole commune, donc c'est pas rien. Je crois qu'il y a plusieurs sujets pour faire reconsidérer ces fonds.
Il y a d'une part le fait de dire c'est pas l'Europe tirelire, parce que c'est un peu ça, c'est une image qui est donnée à l'Europe comme étant un gros coffre-fort. Et donc se dire déjà ces fonds, ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs qui sont assignés et qui vont construire la transition écologique et le changement et le numérique. Donc il y a de la pédagogie à faire au niveau des élus. Deuxième chose, l'Europe a bon dos sur le sujet de la complexité, parce que Jean, on a vécu une campagne régionale il y a peu de temps et on ne doit pas être les seuls ici. On sait très bien que c'est aussi le nerf de la guerre pour les régions. Et on a eu des débats sur ce point, sur aussi la possibilité de décomplexifier, de dire il y a d'autres... Bon, oui, les régions sont les organismes gestionnaires, mais elles ne doivent pas avoir tout pouvoir. On doit pouvoir territorialiser. C'était une demande dans notre département des Pyrénées-Atlantiques, par exemple, d'avoir des fonds délégués aux communautés d'agglomération. Ça a été non, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Donc, je crois que l'Europe a bon dos. Il faut vraiment que nous, on fasse pression et on continue sur les exécutifs régionaux. Et puis que c'est vrai que la présidence française doit s'emparer de ce sujet, mais je crois que au travers de Jacqueline Gouraud, on est très bien placé pour discuter des sujets, des fonds et de la décomplexification des fonds. Merci. Merci Laurence. Alors, on peut encore dire que dans le cadre, il y a aussi les fonds de la relance, 100 milliards d'euros en France pour le plan de relance national, 40 milliards qui viennent de l'Union européenne, et dites-le autour de vous, répétez-le, c'est hyper important, ces 40 milliards ne coûtent pas un centime aux contribuables français. Rien ne sort de la poche du contribuable français, car c'est financé par des fonds propres européens. Donc la France gagne également des subventions et de l'argent avec ce système de plan de relance européen. Alors, nous allons prendre encore 3 questions. Oui, je ne t'avais pas identifié. Philippe, tu veux... Alors, il nous reste 5 minutes en fait, hein, donc on va essayer d'être concis, car il y a une très belle table ronde sur l'égalité des chances juste après. Et donc, je voudrais surtout pas prendre sur le temps de travail. On va regarder comment fonctionner. Bonjour, Youssef Erma, je suis élu dans l'Eure. Alors moi, ma question, je vais faire très rapidement, sur la formation et sur la recherche scientifique. C'est vrai, on en avait discuté avec une collègue. Je pense à ce niveau-là, au niveau européen et français, on loupe le coche sur plein de choses. La première chose, ça veut dire on reçoit, au niveau européen, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une bonne collaboration à ce niveau-là pour récupérer nos étudiants à l'échelle européenne. Et deuxième chose, puisqu'on a une vision de technicité, vous avez parlé tout à l'heure, je pense que c'était monsieur Stéphane Séjourné, je ne sais pas, celui qui est au milieu, sur le triptyque, sur la technique et... Non, je me suis trompé? Non, c'est ça, bon, très bien. Alors, sur le triptyque, et donc pour être à la pointe de la technicité, il faut avoir un visu sur la rive sud, ça veut dire sur l'Afrique. On a plein de gens qui arrivent formés, avec des maîtrises, voire plus. Ils font leur classe ici, c'était mon cas. Et donc, après de longues années de recherche, dès qu'ils sont formés, qu'ils sont prêts pour être productifs, ils partent à l'étranger, ça veut dire les États-Unis et ailleurs. Et je trouve que sur ce point-là, on n'est pas au point. Ça veut dire qu'on laisse beaucoup de nos énergies partir ailleurs. Et en deuxième lieu, il faut aussi qu'on fasse un travail sur l'alternance et sur la formation de nos jeunes. Et ce qu'elle a dit Madame Laurence Faring, à ce niveau-là, qu'il y a nos collectivités, et l'Europe aussi, peut prendre nos jeunes sur différents niveaux. Je regarde, dernier point sur les mairies, ils peuvent faire de l'espace vert, mais ils peuvent aller jusqu'à la finance. Voilà. Merci bien, merci bien. Alors, il y a encore 2 questions. Alors, il y a plein de questions. Je veux simplement vous dire qu'on a des ateliers Europe organisés par le PDE en parallèle, enfin toute la journée, demain également. On est présent un peu partout, donc on pourra également répondre à vos questions tout au long de la journée. Philippe, tu veux nous... pardon. Non, c'était par ici. Alors, oui, voilà. Ah oui, ok. Voilà. Bonjour. Tout au fond. Voilà. Allons-y. Viviane Boussier-Yveline, ma question est un peu annexe par rapport au titre de cette table ronde. Vous avez évoqué 2 fois le mot PDE. Il est inscrit en gros comme premier logo ici. Or, comment se fait-il que l'on ait, en tant qu'adhérent,
aucune nouvelle du PDE, sauf à aller strictement s'inscrire à la newsletter, mais il n'y a aucune communication officielle. Vous faites pourtant des choses qui sont formidables. Où en est-on vis-à-vis des adhérents de terrain pour adhérer au PDE? Pourquoi la com est-elle aussi mauvaise? Autrement dit, en 2-3 mots, un petit topo sur le PDE. Merci d'avance. Merci. Et donc, alors, en fait, je ne distribue pas la parole, c'est ceux qui ont le micro Génial. Donc, on m'entend. Philippe, Voilà. oui. En 2 minutes, comme à l'Assemblée. Je reviens sur l'idée de Sandro, sur cet euro dépensé pour la défense, euro dépensé pour la culture, et en profiter pour rendre hommage à un de nos amis qui nous a quittés l'an dernier, c'est Philippe Daverio. Parce que Philippe, qui était un écrivain à succès en Italie, qui était un Français, un écrivain à succès en Italie, vous le savez, était milité pour cette Europe de la culture. Et il avait ce mot sublime de dire que lorsque nous aurons fait l'Europe de la culture, la Grèce pourra vivre de droits d'auteur. Et cet objectif, nous devons l'atteindre. Pourquoi? Parce que militairement, quand nous réussissons des objectifs, je prends l'exemple du Sahel, nous sommes complètement absents d'un point de vue culturel. Qui va dans le cercle de la Massina pour rappeler qu'il y avait un des écrivains en langue française les plus sublimes que nous ayons jamais eu, qui était Amadou Hampâté-Bâ? Qui c'est qui va réexhumer tous ces écrits et aller chercher dans ces peuples que nous libérons d'une oppression le fait de se reconstruire par la culture? Personne ne le fait aujourd'hui. Nous avons des succès militaires, nous sommes absents culturellement. C'est pour ça que cette idée de Sandro, il faut à tout prix que nous la cultivions. 1 euro pour la défense, 1 euro pour la culture. Merci. Bien, très bien. Merci Philippe. Alors, il y a une réponse rapide aux 2 questions. Laurence, non, on va commencer par Frédéric, sur peut-être le PDE ou sur... Voilà, et un petit éclairage de Jean-Louis. On va essayer d'être dans la synthèse. Hein, voilà. Sur l'apprentissage, juste une remarque. Ça fait partie des lois qu'il faut que vous défendiez sur le terrain, la loi sur l'apprentissage. La loi sur l'apprentissage a un volet, celle qu'on a réussi, qui a fait exploser l'apprentissage en France. C'est une loi qui a également internationalisé notre apprentissage. Moi, et qui a très vite marché. Au moment du Covid, en Pologne, il a fallu qu'on rapatrie ou qu'on se pose des questions pour 14 apprentis français en Pologne. Et je crois que cette notion-là, relisez-la. Moi, vous adressez-vous à moi. On peut aujourd'hui, de manière beaucoup plus simple, internationaliser au niveau européen, internationaliser les parcours d'apprentissage, y compris avant le bac et y compris sur les métiers des PME. Merci. Juste, comme c'est sur le sujet, d'autant que c'est maintenant totalement inclus au programme Erasmus+, mobilité longue des apprentis. C'est l'objet d'un travail de précédent, mais c'est intégré aujourd'hui, donc c'est là. Et il y a des combats à avoir maintenant, c'est vraiment sur les entreprises et sur la simplification des parcours d'apprentissage, parce qu'on sait qu'il reste des difficultés pour les jeunes, d'où le travail qu'on fait sur l'espace européen de l'éducation, sur une nécessaire harmonisation des formations, sachant que c'est très complexe dans le domaine de l'apprentissage, mais au moins comment on sanctuarise ce statut de l'apprenti en mobilité, et c'est aujourd'hui dans le programme Erasmus, mais il faut essuyer les plaques et il faut défricher. Merci Sandro, un mot sur le PDE quand même. Voilà. Merci tout d'abord. Merci beaucoup pour l'encouragement. J'apprécie beaucoup. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle phase du PDE. Bon, on sort, comme nous tous, d'une période difficile, notamment liée à la pandémie, mais aussi à des événements que vous connaissez très bien, qu'on a déjà évoqués. Avec la nouvelle équipe, Frédéric est secrétaire général adjoint, avec nos députés européens, nous allons nous concentrer sur 2 grandes initiatives, sur 2 grandes opérations, je dirais, pour les 12 mois qui sont devant nous. La première, c'est évidemment profiter au maximum de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour aller sur les terrains et pour animer des débats, participer avec des débats citoyens sur l'avenir de l'Europe en parallèle à la conférence dont on a parlé. Et la deuxième, de travailler sur ce que nous appelons l'Europe des solutions. L'Europe, pas seulement la solution européenne, mais les solutions concrètes que l'Europe apporte pour nos agriculteurs, pour notre jeunesse, pour notre industrie, etc. Et évidemment, ceci devra être accompagné par un grand effort de communication de tous les partis nationaux affiliés au Parti démocrate européen. Donc, moi, je compte beaucoup sur vous et moi, je compte beaucoup sur les modems pour ce qui concerne la France. Merci Sandro. Et le mot de la fin pour Jean-Louis Bourlange qui veut faire un petit commentaire.
Oui, je voudrais faire un petit commentaire rapide sur le rapport culture-défense qui a été mis en avant par Sandro et repris par vous. Je crois qu'effectivement, l'un des grands enjeux, c'est de sortir de l'Europe des bisounours. L'Europe des bisounours, c'est très bien, hein. C'est l'Europe du droit. Ça ne doit pas exclure l'Europe de la force. Je ne dis pas de la violence, je dis de la force. L'Europe des bisounours, c'est l'Europe de l'exemplarité. Nous devons être bons. Ça ne doit pas exclure l'Europe de la réciprocité. Nous devons obtenir de nos concurrents, des autres, qui s'alignent sur, qui fassent des efforts égaux, comparables aux nôtres. L'Europe des bisounours, c'est l'Europe de l'universalité. Nous faisons, comme Emmanuel Kant, nous agissons nous faisons ce qui est bien universellement. L'Europe réelle, c'est l'Europe des particularités. Il y a une particularité européenne qui est défiée par le monde. Donc on a ce grand changement. Ça ne veut pas dire abandonner les valeurs, mais ça veut dire combiner, c'est le propre de la politique. Max Weber disait que la politique, c'était un va-et-vient entre les valeurs et la réalité. L'Europe avait tendance à ignorer la réalité. Et l'Europe d'avant, elle avait tendance à ignorer les valeurs pendant l'entre-deux-guerres et pendant la période horrible du bolchevisme. Là, nous devons tenir ça. Et les Européens, mais s'ils cessent d'être des bisounours, vont pas devenir du jour au lendemain et au niveau de l'Union européenne des gros durs. C'est pas vrai. La violence, la politique militaire, etc., ça va être très difficile parce que c'est l'OTAN, c'est pas l'Europe, parce qu'il y a une culture pacifique extrêmement développée. Nous avons des habitudes de chat domestique. Un chat domestique, c'est pas un tigre. Le remettre en liberté, ça suffit pas. Il aime bien, il a été protégé par les Américains. Donc il faut trouver, c'est ça que je veux dire, il faut trouver le juste niveau pour l'Europe, pour franchir cette métamorphose. Et je crois que ça consiste, ça passe effectivement, pas seulement par la culture, mais d'une façon générale par le cognitif. Je crois que nous devons mettre de la puissance, de la concurrence géopolitique dans notre révolution cognitive, et nous devons mettre du cognitif dans notre révolution de la puissance. C'est la technologie, c'est la recherche, c'est la formation, c'est notre capacité à inventer le monde de demain qui nous permettra aussi de réaliser, non pas l'Europe puissance, mais une Europe puissante. Je crois qu'il faut bien définir cette affaire-là. C'est là où se situe la révolution copernicienne. Il faut effectivement savoir que nous sommes dans un monde de compétition où nos valeurs sont attaquées. Elles ne se sont pas imposées comme on le pensait au moment de la chute du mur de Berlin, Fukuyama, etc. Enfin, toute l'idée de la fin de l'histoire, c'est faux. Nous avons bien vu que nos valeurs européennes sont concurrencées et qu'elles méritent d'être défendues. Donc nous sommes bien dans une épreuve, mais cette épreuve, l'Union européenne, son rôle principal, pas exclusif, il faudra aussi faire du militaire, mais son rôle principal, ce sera de nous mener, de réussir cette révolution cognitive dont nous avions proclamé il y a 21 ans à Lisbonne, au Conseil européen de Lisbonne, l'urgence et l'impératif, et nous avons tragiquement échoué dans ce domaine. Nous avons perdu au cours des 20 dernières années des parts de marché, des avancées, et c'est là où nous devons retrouver le chemin. C'est la vraie dimension européenne de la puissance. Merci Jean-Louis. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci à tous pour la qualité des échanges. Et sans plus tarder, j'appelle Sylvain Wasserman à nous rejoindre pour une très très intéressante table ronde à laquelle je vous invite tous à participer sur l'égalité des chances. Merci.